Il y a quelque chose de profondément révolutionnaire dans cette déclaration de 1948, en totale rupture avec les différentes conceptions de la vie internationale, puisque désormais, on affirme que l'ensemble de ce qui va être appelé de manière douteuse la communauté internationale partage les mêmes valeurs, fait en tous les cas allégeance aux mêmes valeurs, alors que tout le principe du jeu international est un principe concurrentiel, si ce n'est conflictuel, et suppose l'opposition, la confrontation de systèmes de valeurs. C'est donc un pas énorme fait vers la découverte de ce qui n'est plus l'international, mais déjà l'humanité. Évidemment, tout ça ne va pas sans risque, et c'est un point, je crois, important pour comprendre notre histoire contemporaine. Persuader des milliards d'individus, aujourd'hui 7 milliards et demi d'individus, plus de 7 milliards et demi, qu'ils sont amenés à partager les mêmes valeurs, qu'ils sont socialisés à un monde unique, est quelque chose d'extraordinairement difficile. Tous les mécanismes sociaux, culturels et mentaux qui se sont succédés se réfèrent à des formes de socialisation particularistes, qu'elles soient communautaires, nationales ou régionales ou même civilisationnelles. Là, il s'agit de dire, finalement, vous appartenez à un monde unique et vous êtes appelés à partager ces mêmes valeurs. Cela est suffisamment fort, nouveau, pour désorienter les comportements sociaux et pour créer des réactions de rejet, de doute, voire de violence. D'autant que, et ça c'est peut-être l'aspect le plus sombre de cette déclaration universelle, elle date de 1948. C'est-à-dire, elle date d'un monde où le système international était extraordinairement limité dans son espace. En gros, il s'agissait encore du vieux monde. En gros, il s'agissait des vieilles puissances sorties du XIXe siècle, avec la seule exception peut-être que les États-Unis avaient surmonté la doctrine Monroe et étaient acteurs à part entière de ce nouveau jeu international, et par parenthèse, quels acteurs? Seulement, les États-Unis, c'est toujours ce monde d'extraction européenne. Et cette déclaration, elle s'inscrit, même si d'un certain point de vue elle s'en défend, dans un espace culturel et historique qui est celui issu du vieux monde westphalien et qui, de ce fait, ne fait pas de place à cette pluralité d'histoire et pluralité de culture. Les pays qui sont sortis de la décolonisation, quelques années ou quelques décennies après, vont être invités à signer là en bas de la page, sans pouvoir véritablement coproduire cette déclaration. Or, l'un des points les plus importants en matière de droits de l'homme, c'est que ceux-ci ne sont pas imposés par une minorité, mais appartiennent à tout le monde. Et quand on dit appartiennent à tout le monde, c'est qu'ils doivent être produits à part égale et à part entière par tout le monde. Et il y a une asymétrie dans la mémoire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est que seule une partie du monde constitue des citoyens actifs, ceux qui ont écrit ce droit, les autres sont des citoyens passifs, et nul ne peut être empêché de penser que s'il y a des citoyens actifs et des citoyens passifs, c'est parce que les citoyens actifs ont joué un rôle plus important dans l'élaboration des droits de l'homme. Alors historiquement, cette interprétation est douteuse, mais dans la culture et l'esprit de ceux qui viennent ensuite, qui rejoignent les signataires de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idée ne peut pas ne pas surgir. Et donc, nous sommes face à une situation qui, au moment des anniversaires, impliquerait peut-être, sinon une réécriture, ce qui ne veut rien dire, mais en tous les cas, une production nouvelle, renforcée, enrichie de cette déclaration, ne serait-ce d'ailleurs
car s'il n'y a pas de déclaration humaine qui ne soit figée, et que depuis, de nouveaux enjeux sont apparus qui méritent d'être inclus dans cette déclaration, et cette fois-ci produits de manière égale par tous.